Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Dans le tumulte souvent assourdissant des luttes mondiales, certaines batailles se mènent en silence et dans l'engagement des peuples, loin des caméras, loin des hémicycles. Elles se jouent dans le cœur de femmes et d'hommes qui refusent de se plier avec docilité devant l'injustice. Ces moments où les peuples se lèvent et disent non sont des moments historiques. Depuis le début du génocide à Gaza en octobre 2023, les peuples du monde se mobilisent. Ils portent la voix du peuple palestinien et sa résilience. Ces femmes et ces hommes de l'ombre, ces citoyens loin des clichés, des héros du grand écran sont les faiseurs de l'histoire. Ils occupent une place stratégique dans l'architecture de la résistance face à la domination et à la dictature d'une opinion fabriquée de toutes pièces. Rendez-vous compte qu'au moment où nous parlons, exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien qui subit un génocide et dans bon nombre d'États occidentaux et même arabes un acte subversif. Rendez-vous bien compte qu'au moment où nous parlons, un énième veto américain est un énième feu vert et sans mauvais jeu de mots donné à l'entité sioniste pour poursuivre son épuration ethnique en terre palestinienne. Et au même moment, une énième expression de la domination du Nord sur le Sud. Rendez-vous bien compte qu'au moment où nous parlons, le génocide en Palestine, à Gaza, est sans doute le génocide le plus documenté de l'histoire. Comble de l'ironie, documenté par le peuple palestinien lui-même. Dans ce monde gouverné par la réelle politique, par les intérêts belliqueux, des alliances politico-économiques, des cœurs vaillants battent à l'unisson. Ils rendent espoir à une humanité trop meurtrie et réécrivent l'histoire. Cette histoire s'écrit aujourd'hui dans les rues d'Alger, de Dakar, du Nigeria, mais aussi sur les routes d'une caravane. Et de nombreuses autres villes africaines, elle s'écrit à chaque kilomètre parcouru par les camions de la caravane Somoud qui traverse plus de 3 pays nord-africains avec pour objectif d'atteindre le poste frontalier de Rafah en Palestine. Elle porte en elle l'espoir, le cri d'un peuple oublié et ceux qui refusent l'oubli. Dans une Afrique qui connaît les affres de la domination, du néocolonialisme et de la colonisation, la Palestine résonne. Et pour nous aider à comprendre cette mobilisation qui a traversé l'Afrique en solidarité avec la Palestine et qui traverse aussi les peuples du monde entier, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Youssef Bousmah, militant antisioniste qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci de l'invitation. J'ai également le plaisir d'être accompagné de François Ndengwe, président de l'African Advisory Board, qui me rejoint depuis Washington DC aux États-Unis. Bonsoir François, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Très bien, merci. Alors François, je commence avec vous. Depuis le début du 7 octobre et même à travers l'histoire africaine et des mouvements citoyens du Vietnam à l'Afrique du Sud ont renversé des rapports de force, parfois même l'ordre établi. Depuis le 7 octobre et les atrocités du génocide en cours à Gaza, les voix du peuple semblent pourtant inaudibles. Et elles sont dans la rue, on les entend, on les voit. Mais pourquoi le silence mondial malgré une mobilisation populaire intense, contrairement à ce qu'on a connu au cours de l'histoire? En fait, on peut comprendre, il n'y a pas un silence mondial, il y a un silence des autorités des pays qui soutiennent le génocide. Le cas typique, c'est les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas un silence du peuple américain. Et le peuple américain, et c'est une nouveauté qui va faire très mal à Israël, le peuple américain, et on l'a vu en particulier par les étudiants, sont vent debout contre ce massacre sans nom. Le silence est imposé par les autorités, d'abord le gouvernement Biden, qui a le sang des Palestiniens sur les mains, comme d'ailleurs le sang des Ukrainiens. Et ça, c'est une grosse tâche que le Parti démocrate ne pourra jamais effacer. Il y a donc le silence des autorités politiques qui veulent en plus imposer un silence aux citoyens. Il y a le silence des médias qui sont contrôlés par les autorités et par l'argent. On disait que les médias
constitue un quatrième pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il y a longtemps que ce n'est pas vrai aux États-Unis. Les médias sont des amplificateurs de la propagande du gouvernement. On l'a vu par les mensonges successifs qui ont conduit les mensonges depuis l'Afghanistan, les mensonges sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, les mensonges sur le no-fly zone qui a conduit à l'assassinat de Kadhafi. Non, je ne peux pas parler de silence des peuples. Il y a des peuples qui se réveillent, et en particulier la jeunesse, dans les pays qui soutiennent Par contre, il y a un silence et c'est très regrettable parce qu'on aurait pu aimer voir aussi les jeunes Africains qui se mobilisent, les jeunes des pays arabes qui se mobilisent. C'est peut-être là que l'histoire va être sévère en voyant que devant le génocide qui était à leur porte, les autorités de ces pays du monde dit arabe n'ont pas bougé et ont empêché même leur jeunesse et leur population de manifester. Donc, et c'est de ce côté que je trouve plutôt le silence qu'il y aura sur la conscience pour le long terme. Justement, la caravane essaye de briser l'ensemble des silences qu'il y a autour de la question palestinienne. Je viens vers vous, Youssef Bouzmah. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'entité sioniste a arrêté des militants internationaux sur des eaux internationaux. Je rappelle et je signale, parmi les personnes arrêtées, l'eurodéputée franco-palestinienne Nerima Hassan. Je rappelle encore une fois, dans des eaux internationales. Une semaine plus tôt, l'entité sioniste tirait sur un bateau humanitaire qui était sur des eaux internationales. Et depuis de longues années déjà, l'entité sioniste tente de mettre en place un blocus humanitaire autour de la Palestine occupée, en particulier à Gaza, pour renforcer le blocus qu'elle a déjà mis en place. Depuis la Nakba, les violations du droit international sont finalement innombrables, toujours couverts par le veto américain et la complicité occidentale. Peut-être même que tout le temps de cette émission ne suffirait pas à énumérer l'ensemble des violations du droit international et du droit humanitaire dont est coupable aujourd'hui l'entité sioniste. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que pour l'Occident, comme l'a expliqué François il y a quelques minutes, pour l'Occident aujourd'hui, l'existence même de l'entité sioniste est stratégique, puisqu'il s'agit finalement d'une sorte de milice armée qui défend les axes stratégiques et les intérêts stratégiques de l'Occident dans le Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Israël est le long bras de l'Occident. Israël est la prolongation de l'Occident. Et effectivement, les pays occidentaux défendent Israël parce que Israël, finalement, est leur rejeton. C'est l'Occident qui a créé Israël. C'est l'Occident qui maintient Israël à bout de bras depuis avant même la création, qui soutenait déjà le mouvement sioniste, avant même la création de l'entité sioniste. Et donc l'Occident, eh bien, quand il désavoue l'entité sioniste, il a le sentiment de se désavouer lui-même. C'est la raison pour laquelle il défend l'entité sioniste, quoi qu'elle fasse, parce que sinon, ce serait, il a le sentiment que ce serait faiblir dans sa domination des pays du Sud. Il faut bien comprendre cela. Ce serait, pour l'Occident, une faiblesse. Et effectivement, je rejoins notre ami François, en France, c'est pareil. On a l'imposition d'un discours officiel de la part du gouvernement français. Il est faux de dire qu'il y a une presse libre. La presse en France s'aligne complètement sur le gouvernement français et sur ses franges d'ailleurs les plus extrémistes. Et donc, de ce point de vue, on a vraiment le sentiment d'un front. Et selon les paroles d'Herzl, le fondateur du sionisme, Israël est la citadelle avancée de l'Occident en Asie. Et c'est à ce titre qu'Israël est défendu. Et ce qu'il y a de très grave, c'est que ce soutien va au-delà de la droite et de l'extrême droite, bien sûr, mais également touche des franges de la gauche socialiste, notamment. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des gens qui se disent de gauche, qui finalement estiment que, certes, Israël est un peu excessif, mais ce n'est pas une raison pour aller aussi loin dans la condamnation. On a des gens comme Raphaël Glucksmann qui, par exemple, refusent le concept de génocide. Donc on voit que ce soutien à l'entité sioniste dépasse même les franges les plus réactionnaires gouvernementales. C'est l'Occident qui a le sentiment que c'est une bataille, je le dis bien, une bataille décisive. Parce que si la Palestine l'emporte, c'est-à-dire si le droit l'emporte, les Palestiniens ne demandent pas la lune, ils demandent le droit, l'application des droits, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
si le droit l'emporte pour les Palestiniens, alors ce droit l'emportera pour tous les peuples du Sud. C'est ainsi que cette confrontation, la Palestine, devient la ligne de front entre le Nord dominateur et le Sud qui aspire à plus de justice. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que de Los Angeles à Paris, on a toute cette jeunesse, et là je rejoins tout à fait François, toute cette jeunesse qui se lève. Et à Paris, il y a 2-3 jours, c'était extraordinaire de voir ces dizaines de milliers de jeunes, très jeunes même pour des lycéens, des étudiants, qui étaient là et qui criaient liberté pour la Palestine, free Palestine. C'est extraordinaire. Très bien, justement, on va continuer à parler de cette mobilisation internationale, mais aussi des menées de l'axe occidentalo-sioniste. Je viens vers vous, François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui ces menées occidentalo-sionistes utilisent ou instrumentalisent les divisions entre... Vous avez parlé justement de ces divisions entre l'Afrique et le Moyen-Orient qui devraient être justement deux axes très importants du Sud global. Comment est-ce qu'aujourd'hui les puissances une puissance occidentale ou internationale utilise ces divisions ou ces divergences pour affaiblir la cause palestinienne et dans un plus large segment finalement les forces anticoloniales ou la pensée anticoloniale? Notre ami qui vient de parler avait eu tout à fait raison de rappeler les propos de Herzl dans son livre L'État juif, qui a dit que, effectivement, il a bien cité, Israël était la pointe avancée en Asie pour lutter contre la barbarie et tout cela. Et ensuite, la citation continue, il dit toute l'Europe doit nous soutenir. À l'époque, c'était l'Europe, mais en réalité, il voulait dire tout ce qu'on appelle aujourd'hui Occident doit nous soutenir. Et quand vous avez compris cette phrase, dans ce livre qui a été écrit vers 1865, je ne me rappelle plus, et vous allez vous comprendre le soutien qui est celui d'aujourd'hui et qui fait que les États-Unis, qui sont considérés comme le leader de l'Occident, font d'Israël une cause qui est plus israélienne qu'américaine même. Et donc, ils menacent, et on revient pour répondre à votre question, pourquoi les États ne soutiennent pas plus, surtout en Afrique, et encore plus dans le monde, les pays arabes. Pourquoi ne voyons pas les dirigeants, les pays arabes se lever contre ce qui est une ignominie totale? Les pauvres Palestiniens, on leur a fait subir tout ce que l'on... Tout depuis 1948. Je ne sais pas s'il y a un peuple dans le monde qui a subi tout cela. Même leur dernière terre, on le leur arrache. C'est le premier peuple qui subit un génocide en direct à l'époque du téléphone portable, où tout le monde peut voir comment des snipers israéliens tirent sur des bébés, où on peut voir comment on bombarde les camps de réfugiés. Ça, c'est du jamais vu. Même Adolf Hitler n'était pas arrivé jusque-là. Mais enfin, la lâcheté, excusez-moi si j'offense certains, mais la lâcheté des dirigeants des pays arabes est terrible là-dessus. Alors, on peut dire que sur eux exercent des pressions terribles. J'ai lu il y a quelque temps que Israël avait bien fait comprendre aux Égyptiens que si vous bougez le petit doigt, nous avons la bombe atomique contre vous et on n'hésitera pas à vous frapper. Et du coup, aussi, les dirigeants égyptiens, qui depuis Sadat s'étaient courbés, se courbent encore plus. Et c'est très grave parce que l'Égypte étant considérée comme un leader, c'est le plus grand pays des pays arabes, montre le mauvais exemple. Ensuite, il y a aussi la question de l'argent. N'oubliez pas que les gens vendent leur dignité pour de l'argent. Et le cas de l'Égypte, excusez, je ne veux pas faire fixation dessus, l'Égypte reçoit chaque année, comme Israël, dans le cadre des accords de Camp David, beaucoup d'argent, des milliards américains. C'est pour ça qu'on ne voit pas des jeunes dans les universités égyptiennes se lever, parce que s'ils se levaient, la répression serait terrible contre eux. Enfin, il y a les pressions internationales exercées par le gouvernement américain et pressions diplomatiques sur les dirigeants. Mais alors la question se pose, les dirigeants représentent-ils leur peuple? Il y a vous parliez de dichotomie tout à l'heure, il y a dans le peuple de tous les pays que je viens de citer, il y a une vraie colère
parce qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer comme ils veulent. Ils n'accepteraient jamais cela. Et Israël joue ici le double jeu en disant « Oh, regardez, nous sommes la seule démocratie dans le monde arabe », et alors que c'est Israël et les pays qui soutiennent Israël qui empêchent l'expression libre des peuples, non seulement sur le continent américain, mais même dans le continent africain et dans le pays arabe. Ils n'accepteraient pas que le libre propos des peuples arabes soit exprimé. Ils ne toléreraient pas cela, ils encourageraient la répression, mais ça ne doit pas décourager. Parce que, et je vais terminer là, les choses vont très très mal pour Israël. Israël a perdu la guerre. Et moi, je l'avais dit dès le début, si vous vous rappelez, Israël n'a pas vaincu Hamas. Gagner une guerre, ça ne veut pas dire tuer sauvagement, massacrer, commettre un génocide. Et perdre une guerre, c'est arriver à une situation politique qui vous met en position de force. Or, Israël est en position de faiblesse. On l'a vu tout récemment, Israël a maintenant recours officiellement au financement de groupes et de gangs terroristes pour soi-disant contrer le Hamas, ce qu'ils avaient déjà fait en utilisant le Hamas contre l'OLP. Donc c'est une course d'échec en échec et on semble voir aux États-Unis un basculement de l'opinion où des franges importantes de l'opinion américaine commencent à dire ça suffit de financer cet État qui se moque de nous, cet État qui fait du mal contre nous. J'ai écouté récemment sur la chaîne, il y a 2 jours, sur la chaîne russe RT, le général Wilkerson, un ancien officier de l'armée américaine qui travaille au département de la Défense, et dire qu'Israël avait infiltré, y compris même le ministère de la Défense américain, mais que désormais les gens sont excédés et je ne sais pas ce que sera Israël dans 10 ans. Je vais m'arrêter là. Très bien. Est-ce que François, vous êtes en train d'essayer de nous dire que finalement aujourd'hui, les intérêts de l'entité sioniste et les intérêts américains ne semblent pas être alignés sur les mêmes objectifs, ou que finalement l'entité sioniste oublie les intérêts américains et tente par tous les moyens de garantir ses intérêts à elle seule, oubliant l'ensemble de ses alliés? Ah, écoutez, ça c'est une question extrêmement importante parce qu'elle va au cœur de la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour dire que Israël est un liabilities, c'est-à-dire qu'Israël est un poids. Israël n'est pas un allié pour les États-Unis d'Amérique. Israël est un gros poids et un poids négatif sur la politique américaine. Si Israël a pu jusqu'à aujourd'hui bénéficier de tous les appuis qu'il peut, c'est essentiellement grâce à ce qu'on appelle le lobby israélien aux États-Unis. Et ce lobby fonctionne par la corruption et par l'argent. Maintenant, les citoyens américains ordinaires commencent à voir le jeu, malgré la propagande qui couvrait tout, mais il y a, je lis beaucoup les géopoliticiens américains, vous pouvez, et je les écoute aussi aujourd'hui, il existe de nombreux, il y en a qui sont connus, McGregor et compagnie qui sont connus, mais le jeu américain israélien, on est en train de voir, je ne dis pas que c'est fait déjà, mais des franges qu'on ne pouvait pas imaginer par le passé aux États-Unis commencent à basculer en disant ça suffit, Israël n'a jamais été un allié pour nous, ça a été un poids. Et n'oubliez pas qu'à un moment donné, Israël avait même tiré sur un bateau américain et avait tué des soldats américains. Ce sont des histoires qui reviennent en surface et je vous dis que l'avenir ne sera pas rose pour Israël. Moi, je peux être certain, après ce que Israël vient de commettre, Israël a perdu la guerre, je le redis. Israël a perdu pas seulement la guerre médiatique, Israël a perdu la guerre sur le terrain. Elle a montré que malgré, elle se dit, la puissance militaire la plus forte, devant un groupe qui n'est même pas une armée, qui se défend avec les moyens qu'il peut, ça fait 2 ans quasiment et ils sont incapables de les défaire. Donc ça veut dire qu'ils ont très très peur aussi et il faut voir ce qui va arriver. L'avenir sera très important à suivre, mais pour nous, Africains, nous devons rester sur des positions de justice, sur des positions de modification de l'ordre politique international,
afin que ce peuple palestinien ne subisse plus ce martyre. Ça a trop longtemps duré, c'est vraiment inadmissible. Très bien, François, je viens vers vous, Youssef, à la lumière de ce que vient de nous dire François, qui insiste justement sur la nécessité de la solidarité internationale avec la Palestine, qui insiste sur le rôle que peuvent jouer aujourd'hui les peuples africains et le peuple du Sud global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure justement cette solidarité internationale peut remettre en cause l'ordre mondial dominé par l'axe occidentalo-sioniste et justement apporter cette avancée qu'espère tant François? Eh bien, pour une raison qui est simple, c'est que plus il y aura de la solidarité internationale pour le peuple palestinien, et plus cela fera reculer, régresser, eh bien, les manquements au droit international, les manquements à la loi internationale, les manquements aux devoirs d'humanité. Donc, on voit bien que toutes les questions internationales qui concernent les peuples du Sud et la question de Palestine sont intimement liées. Et ce soutien international, eh bien, fait que, et ce soutien international qui est croissant actuellement, on le voit, qui prend de plus en plus d'importance, entre autres avec cette grande marche pour Gaza de plus de 54 pays, dont de nombreux pays d'Afrique, eh bien, ce soutien international, il est en train de dire une chose, il est en train de dire à l'Occident, ce soutien que vous apportez à Israël de façon quasi automatique depuis si longtemps, eh bien, ce soutien va vous coûter très cher politiquement. Et il faut que l'Occident comprenne que ce soutien à Israël va lui coûter de plus en plus cher en termes de désordre social, en termes de désobéissance, en termes d'indignation des citoyens, en termes politiques, au final, dans les urnes, au moment des élections. Et c'est ce à quoi nous nous engageons en France. Nous allons faire de la Palestine une question centrale lors des prochaines élections. Vous savez, nous avons l'habitude de dire une phrase qui est la preuve par la Palestine. Et la preuve par la Palestine, nous allons l'infliger à ces gouvernements occidentaux. La preuve par la Palestine, si vous ne voulez pas respecter le peuple palestinien et vous continuez à l'opprimer et à le laisser massacrer, parce que c'est avec des armes occidentales qu'il est massacré, c'est avec de l'argent occidental qu'il est massacré, c'est avec des soutiens politiques. Et on a vu encore comment M. Bayrou, le Premier ministre indigne de France, eh bien, comment on considère la flottille de la liberté. Et l'a fustigé en disant qu'il s'agit de cette instrumentalisation. Mais c'est odieux à l'heure du génocide. Des voix s'élèvent et tout ce que le Premier ministre français trouve à dire, c'est de l'instrumentalisation en parlant des volontaires qui étaient sur la flottille. Eh bien, ces gens-là doivent comprendre que politiquement, ils vont le payer. C'est pour ça que ce soutien international est si important. C'est comme ça qu'à l'époque de l'Afrique du Sud, ou avec d'autres causes également, d'autres causes internationales, eh bien, notamment le Vietnam, l'Algérie à l'époque, eh bien, c'est comme ça qu'effectivement les peuples l'emportent. Ils l'emportent grâce à la solidarité internationale. Cette solidarité, c'est pas simplement une solidarité qui découlerait d'un simple humanisme, ou une simple émotion. Non, cette solidarité, elle provient du fait que les peuples comprennent que leur intérêt est dans le succès de ces luttes du Sud. Et si ces luttes du Sud, eh bien, réussissent, triomphent, eux également en tireront des bénéfices. Ce sera un énorme bénéfice pour toutes les luttes. Dans les années 70, la victoire du peuple vietnamien et auparavant celle de l'Algérie, ces luttes anticoloniales, eh bien, ont permis une mise. J'ai pas dit que l'impérialisme a été vaincu, mais pendant un temps, pendant les années 60-70, l'impérialisme a été sur le recul. Et ce recul a permis des avancées au plan social dans tous les pays. Quand l'impérialisme est mis en échec, eh bien, au plan social, c'est tout bénéfice pour les acteurs sociaux. Et c'est cela que les peuples comprennent. C'est pour ça qu'il y a un tel élan pour la Palestine, parce que c'est une lutte qui est très ancienne, qui se maintient, qui est inflexible. Et le peuple palestinien dit à tous les peuples de la terre, nous pouvons vaincre, nous pouvons vivre dans un monde beaucoup plus juste, nous pouvons vivre dans un monde où la guerre sera exclue et où les enfants, les jeunes pourront grandir dans une atmosphère de paix et de fraternité. Voilà pourquoi cette solidarité, elle est si importante. C'est pas une solidarité qui est lointaine, qui est éloignée, qui découlerait d'une simple compassion, mais c'est une solidarité qui est active et qui est intéressée au sens positif du terme. Nous avons tous intérêt à ce que la Palestine triomphe. Et c'est cela que les pays occidentaux redoutent le plus. C'est pour ça qu'ils sont si durs. C'est pour ça qu'on voit une telle violence, une telle haine en France, par exemple,
qui est dirigée contre Rima Hassan et contre les volontaires de la flottille. C'est cela qu'il est important de comprendre, c'est qu'ils savent que si jamais, vous savez, il y a une sorte de point au-delà duquel ils ne pourront plus rien faire. Il y a un point au-delà duquel l'opinion, en dépit du matraquage idéologique par toutes les chaînes de télévision, il y a un point au-delà duquel l'opinion va basculer. Et elle est en train de basculer. Très bien, merci Youssef. Très chers téléspectateurs, je vous retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et cette semaine, on s'intéresse au Sud globalisé, à la solidarité, à la mobilisation des peuples du monde entier avec la Palestine, plus précisément avec Gaza qui subit depuis plus de 2 ans un des génocides les plus affreux de l'histoire de l'humanité. Pour ne pas exagérer les mots, on revient aussi avec mes invités qui sont Youssef Boussamah et François Ndegwe sur cette caravane qui traverse plus de 3 pays africains, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, pour arriver en Égypte et enfin vers le passage de Rafah pour exiger ou pour tenter de mettre fin au blocus blocus humanitaire et au génocide que subit actuellement le peuple palestinien à Gaza. Youssef Boussamah, vous étiez en train de nous expliquer lors de cette première partie l'importance de la solidarité internationale, mettant en avant le fait que les peuples finalement ne se solidarisent pas que par émotion ou dans un effet réactionnaire, mais c'est en réalité une vraie prise de position politique concernant l'avenir et les relations internationales. Mais justement, dans quelle mesure vous avez parlé aussi de la flottille, on parle aussi des médecins qui ont décidé d'aller comme volontaires dans la bande de Gaza pour aider à soigner tant bien que possible les milliers de blessés qui arrivent tous les jours dans les hôpitaux qui ne fonctionnent quasiment plus à Gaza. Je rappelle que la situation humanitaire est plus que catastrophique. Mais dans quelle mesure finalement cette solidarité internationale est capable de bouleverser les lignes géopolitiques aujourd'hui, pour ne pas dire les alliances internationales? Si, elle en est capable, d'abord parce que l'Occident a très peur d'une déstabilisation des régimes du Moyen-Orient ou des régimes arabes en général qui sont ses clients. On a un certain nombre de régimes arabes malheureusement qui sont les clients de l'Occident et l'Occident compte sur eux pour stabiliser les peuples parce que si les peuples obtiennent gain de cause, c'est l'impérialisme qui va être complètement ébranlé dans une région qui est vitale pour l'Occident, pas uniquement pour le pétrole comme on le dit souvent, mais pour aussi des routes commerciales, pour un ordre mondial et aussi pour saper les efforts de regroupement de pays comme les BRICS, etc. Donc l'Occident a absolument intérêt que cette arrière-cour qu'on appelle le Moyen-Orient, le monde arabe en général, parce que ça peut venir aussi jusqu'au Maghreb, certains pays du Maghreb qui sont totalement clients de l'Occident, l'Occident a intérêt que ce Moyen-Orient soit à sa dévotion. Et cette solidarité internationale, elle ébranle pas uniquement les pays occidentaux, parce que quand la jeunesse se met en mouvement, c'est quand même extrêmement important. Le gouvernement français a très peur de ces mouvements de jeunesse. Vous savez, quand on réussit à mobiliser même des lycéens, pas uniquement des étudiants, et que tous les lycéens savent maintenant, aujourd'hui en France, qui sont les Palestiniens et quelle est leur cause, c'est que, comme on dit, le feu est dans la maison. Mais au Moyen-Orient, l'Occident a très très peur d'une déstabilisation. Et l'Occident se demande pendant combien de temps ces régimes arabes vont pouvoir assurer, boucher, comme le couvercle d'une cocotte minute, et contenir. Parce que la question palestinienne est une question fondamentale. Il y a eu ce qu'on appelle les printemps arabes. Mais les printemps arabes, dans chaque pays, la situation était différente. Et c'est vrai que ces printemps arabes, malheureusement, ont très peu agi sur le front de la Palestine. En général, mis à part certains pays, mais en général, c'était uniquement des questions domestiques. Et on a pu parfois tromper des acteurs sociaux et l'impérialisme a pu s'immiscer. Tandis que la question de Palestine, on ne peut pas tromper le peuple palestinien. Le peuple palestinien sait ce qu'il veut depuis trop longtemps et on ne pourra pas lui imposer n'importe quoi comme système, comme régime. Ce qui fait que c'est une lutte qui va ébranler, plus elle va triompher et plus elle va ébranler
les régimes arabes clients de l'Occident, clients de l'impérialisme, qui maintiennent l'ordre impérialiste dans le monde. Et cela, eh bien, on le voit actuellement, eh bien, c'est possible, parce qu'il existe quand même une opinion publique arabe, contrairement à ce qu'on pense, une opinion arabe qui est majeure, qui connaît tous les méandres de la politique internationale, et c'est cette opinion arabe qui est entrée progressivement. Alors c'est difficile, évidemment, on n'y est pas, mais on le voit bien avec cette caravane de Soumoud, qui est en train de commencer à fissurer l'ordre impérialiste dans le monde arabe. Très bien. François, justement, on va continuer à parler de cette caravane Soumoud. Je rappelle, c'est quelques 1700 participants qui traversent l'Algérie, la Tunisie, la Libye pour atteindre l'Égypte et enfin atteindre Rafah, comme on l'explique, dans l'espoir de briser le blocus autour de Gaza qui subit actuellement un génocide. L'Égypte est un carrefour naturel entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Est-ce que par cette caravane, finalement, elle fait l'objet d'un test diplomatique et politique? Il y a aussi une autre étape qui est la Libye, qui est une étape aussi importante dans cette caravane, puisque la Libye a été meurtrie par l'ingérence occidentale ou ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'étape égyptienne aussi peut être vue comme un symbole de résistance nord-africaine face aux politiques du chaos imposées par les puissances occidentales et les menées occidentales en Afrique? Oui. Moi, je parlerai de la résistance des peuples et de la soumission des dirigeants. Je voudrais, si mes téléspectateurs peuvent retenir quelque chose de moi, je vois la résistance des peuples et la soumission des dirigeants. Et cette caravane dont vous parlez en est un exemple. Il est complètement inadmissible qu'on massacre des enfants. Je n'ai jamais vu ça. C'est une abomination. On ne reviendra jamais là-dessus. Et que les dirigeants n'aient pas fait ce qu'il fallait faire pour venir, même pas seulement en soutien, mais pour arrêter la main de l'ennemi et du criminel. Cette caravane est une très bonne chose. Mais mon ami qui vient de parler tout à l'heure a dit aussi une chose importante. On va reprendre François dans un petit instant. Mais avant de revenir vers François, Madame, Monsieur, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, le génocide en Palestine, c'est plus de 52 000 morts et les chiffres restent encore pas définitif et reste même selon bon nombre d'observateurs au-dessus de ceux des chiffres réels. Je rappelle qu'il y a des millions de personnes qui sont blessées, des millions de personnes qui sont sous les décombres. Et on va se diriger tout de suite vers Gaza pour un témoignage de Ayed qui revient sur la situation humanitaire actuellement à Gaza. Je vous propose de l'écouter. La situation à Gaza aujourd'hui a atteint un niveau extrême de famine. Il y a eu des cas confirmés d'enfants étant morts de famine sévère, malgré les annonces de la dite Fondation américaine humanitaire qui déclare qu'il distribue de la nourriture aux civils. Ce qui se passe réellement, c'est une distribution de la mort dans les pièges qui ont été tendus à nos civils la nuit dernière. Près de 30 jeunes hommes ont été tués et des dizaines de blessés pendant qu'ils attendaient l'aide. Mesdames, Messieurs, je rappelle également que ces plus de 52 000 morts palestiniens ne sont pas que des chiffres. Il s'agit, la moitié sont des enfants, mais c'est surtout des vies, des êtres humains, des vies brisées, des rêves, un avenir qui est anéanti. Je vous propose justement de revenir vers Ayed qui apporte un témoignage sur l'espoir que suscite aujourd'hui l'ensemble de la solidarité internationale vue du point de vue palestinien. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, nous apprécions la solidarité exprimée par toutes les personnes libres à travers le monde. Cette solidarité nous va droit au cœur et nous sommes conscients que l'opinion publique globale a connu un changement significatif en soutien à la Palestine et à Gaza. Nous appelons à plus. Les manifestations et les sit-ins en protestation contre les gouvernements qui soutiennent l'occupation pour les faire changer de position de manière concrète. Notre objectif principal est l'arrêt de la guerre, l'arrêt du génocide, le meurtre de nos enfants et de notre souffrance. Our primary goal from these acts is to stop the war and the genocide and the stop killing of our children and our suffering.
Monsieur, je reviens, je crois qu'on a récupéré François et je reviens vers vous, François. Il est difficile de parler de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza quand on sait que c'est des massacres d'enfants, que c'est des massacres de femmes, que c'est des massacres d'hommes innocents, que c'est des massacres de civils, que c'est 2 millions d'êtres humains aujourd'hui face à une épuration ethnique. De l'autre côté, il y a ceux qui refusent de se taire, ceux qui refusent de laisser le peuple palestinien mourir dans l'indifférence des puissances occidentale. Vous étiez en train de nous expliquer l'importance aujourd'hui de réitérer la solidarité. Je vous laisse poursuivre. Oui, la solidarité ne doit jamais s'arrêter. La solidarité doit continuer parce que, je le redis, à ma connaissance, aucun peuple actuellement n'a subi ce que subissent les Palestiniens depuis très longtemps. On a fait porter à ce malheureux peuple la criminalité européenne. Ce sont les Européens qui ont massacré les Juifs, ce sont les Européens qui ont massacré, brûlé les Juifs, ce ne sont pas les Palestiniens. Au contraire, et moi j'avais des relations avec des Palestiniens quand j'étais à l'université, qui m'expliquaient cela. Beaucoup de Palestiniens ont accueilli des réfugiés et fuyant l'Europe et l'horreur chez eux, ils ont pris dans leur maison et du jour au lendemain, quand ils ont eu la force, ils ont même expulsé ceux qui les ont accueillis dans leur maison. C'est vous dire l'horreur que cette histoire continue et d'une injustice qui n'a pas de limite. Mais enfin, toute chose a une fin et la résistance héroïque du peuple palestinien montre que l'agression aura sa fin. Mais il faut revenir sur la situation qui est celle internationale parce qu'il faut ouvrir l'angle. Notre ami disait que les autres qui soutiennent vont en payer le prix politique. On le voit sur le niveau international d'ailleurs. Vous savez que récemment, un article est sorti sur l'ancien Premier ministre britannique, M. Cameron, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Quand on a condamné, quand on a vu commencer, la Cour pénale internationale a commencé son action contre Netanyahou, M. Cameron a eu un échange téléphonique avec le président de la Cour pénale internationale où Cameron le menaçait nommément, vertement, d'arrêter cela. Ça montre l'hypocrisie de ces gens qui, un jour, veulent se dire les champions des droits de l'homme, les champions de la justice internationale, mais quand on les met face à leurs crimes, ils changent du tout au tout. Mais ce jeu ne peut pas continuer éternellement. Ce jeu a pu se faire parce qu'ils avaient un certain monopole de la force et qu'ils avaient un monopole des médias, mais ce monopole est en train de s'effriter. Et le monopole économique aussi. La réalité va les rattraper et ce ne sera pas rose pour eux. Moi, je les plains et je plains leurs petits-enfants parce qu'ils auront pas, les responsabilités ne se donnent pas de père en fils. Mais enfin, on saura que leur État avait croisé les bras, ou même avait encouragé, pas croisé les bras, avait financé, avait fourni les armes pour aller commettre un génocide. On ne peut pas François, je me permets de vous couper. Est-ce que vous considérez que l'Égypte également peut être dans ce cas de figure? Est-ce que cette caravane qui va passer par l'Égypte, qui va arriver vers le poste frontalier de Rafah est un test pour la diplomatie égyptienne aujourd'hui? Je crois que l'histoire le jugera extrêmement sévèrement. Ils continuent de recevoir l'argent américain, ne font rien, même diplomatiquement, pour arrêter la main de l'assassin. Je n'ai strictement aucun respect pour le gouvernement égyptien. Le peuple égyptien, je suis sûr que si on le sondait, serait de mon avis par rapport à l'horreur que subissent les Palestiniens. Tout être humain ne peut être qu'horrifié. Mais je veux ouvrir un peu plus l'angle parce que cette histoire ne va pas s'arrêter comme ça. L'ordre international doit changer. On ne peut pas continuer à accepter ce 2 poids 2 mesures. Les uns se permettent n'importe quoi et les crimes et puis font subir les autres. Beaucoup d'Africains ont été traînés devant la Cour pénale internationale. Ils n'ont pas commis le millième des crimes que M. Netanyahou commet et continue de se promener librement et est accueilli et dans les palais de ces pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous voulons un ordre international nouveau. C'est pour ça que certains militent pour ce qu'on appelle l'ordre multipolaire, afin que ceux qui, depuis 500 ans, partout dans la terre, sèment la désolation et la guerre, soient arrêtés. Heureusement, on est en train d'arriver vers cette voie-là. La force économique n'est plus absolument de leur côté.
Même la force militaire, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Et je vais m'arrêter là aussi. Les deux problèmes se ressemblent. Le problème en Ukraine et le problème du génocide à Gaza. Et j'ai lu il y a 3 jours un article qui disait, et vous, là encore vous pouvez faire référence au colonel Lawrence Wilkerson, Wilkerson, vous pouvez aller aujourd'hui Internet, tout le monde peut avoir des informations. Il affirme, et il est affirmatif là-dessus, que ceux qui mènent aussi la guerre en Ukraine, le Mossad est impliqué. Il déclare que le Mossad est partout en Ukraine. Donc, non seulement on sème la désolation et la mort à Gaza, mais il contribue à s'aimer cette même désolation en Ukraine. Et je crois que dans l'un et l'autre cas, ça ne se terminera pas bien pour eux. Donc, les peuples doivent maintenir leur solidarité. De par le monde, les voix doivent continuer à s'élever. Et même si je ne crois pas beaucoup, je n'ai aucune confiance dans la Cour pénale internationale, l'action qui a été menée doit être poursuivie jusqu'à la fin. Sinon, nous allons observer et un ordre nouveau doit venir. Et enfin, dernier point très important, une seconde si vous permettez. Quand on se pose la question en tant qu'universitaire, pourquoi cela existe? Pourquoi cela existe depuis 1948? Pourquoi cela existe aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne change pas? Ma conclusion est que, et là ça prête à discussion, mais je suis prêt à discuter sur ce point, je crois que ce qu'on appelle l'Occident, et à tort, mais ce n'est pas le moment de discuter ce terme, vit sa prééminence sur 2 destructions. La destruction de l'unité du monde arabe et la destruction de l'unité du monde africain. C'est pourquoi, moi, j'encouragerais un panarabisme, je ne suis pas contre. Les peuples arabes doivent se ressaisir et organiser leur unité, de la même façon qu'en Afrique, le panafricanisme doit pouvoir organiser son unité. Si ces 2 entités sont organisées et sont unies, les autres seront beaucoup plus faibles, et non seulement beaucoup plus faibles, ils seront infiniment plus pauvres que les richesses, que les peuples de ces 2 régions. Donc, un combat politique aujourd'hui, et c'est ce qu'avait commencé d'essayer Nasser. Nous avons besoin aujourd'hui des gens comme Nasser qui peuvent à la fois encourager le panarabisme et encourager le panafricanisme. Pour moi, c'est la solution de long terme qui va assurer la stabilité, parce qu'à ce moment, ces 2 entités auront les moyens, y compris militaires, de faire face à quelque agression que ce soit. Sinon, ils seront divisés et ils seront faibles et ils feront appel à des bases américaines dans le cas des pays arabes où les bases américaines sont partout dans ces pays alors que c'est les États-Unis d'Amérique qui vous agressent. Comment expliquez-vous? Comment expliquera-t-on aux enfants dans l'avenir que le président du pays qui finance la guerre et le génocide, c'est-à-dire M. Donald Trump, est accueilli en grande pompe dans les pays arabes? On lui offre un avion à 400 millions de dollars. On lui, tout compte fait, d'après ce qu'il a retenu, c'était près de 1 milliard 300 millions de dollars. Comment pouvons-nous expliquer cela si ce n'est le résultat de l'affaiblissement et de la fracturation du monde arabe qui n'arrive pas à constituer un front uni devant un agresseur qui est impitoyable contre eux? Très bien, je viens vers vous, François, Youssef, comme vient de le rappeler, François, à la lumière des accords d'Abraham, encore des accords de Camp David. Comment est-ce que finalement l'entité sioniste est en train de désengager l'Afrique par une destruction, comme l'a rappelé, par une destruction de l'unité africaine, par une destruction de l'unité du panarabisme et du sud global? Finalement, que gagnent les pays dans cette alliance quasi asymétrique avec l'entité sioniste? Quelle lecture géopolitique faites-vous, Youssef, de cette relation presque pas naturelle, finalement? D'abord, je tiens à dire que je suis entièrement d'accord à 100% avec ce que dit notre ami François sur la nécessité, effectivement, de retrouver une unité, effectivement, comme dans le cas de Nasser, mais aussi dans le cas de Kwame Nkrumah en Afrique et d'autres leaders africains qui militaient dans ce sens. Je suis entièrement d'accord avec lui et c'est effectivement la seule solution. Alors, ce que les régimes arabes qui sont inféodés à l'impérialisme et à l'antité sioniste gagnent, en fait,
ils gagnent, disons, un court répit. Ils sont convaincus qu'en en devenant les valets de l'entité sioniste, eh bien, ils vont garantir leur postérité, ils vont garantir leur stabilité. Mais c'est une vision à très court terme. C'est une vision à très court terme parce que, en fait, eh bien, ils ne font que reculer l'échéance. L'échéance, cette échéance passe à leur peuple. C'est que leur peuple vont leur demander des comptes. Mais ils sont convaincus dans l'immédiat. Vous savez, ils ont une politique à très courte vue. Ils sont incapables de se projeter dans le futur et à élaborer une véritable politique. Leur caractéristique principale, c'est qu'ils n'ont pas de politique. Ils vivent au jour le jour et ils sont simplement convaincus en se disant l'entité sioniste est puissante, le régime américain est puissant, donc ils nous garantissent pour l'instant la sécurité et l'argent. Mais ils n'arrivent pas à réaliser que cela est de courte durée. Et ils devraient quand même méditer ce qui s'est passé dans le monde arabe après 1949, donc après la défaite, l'intervention en 48, et à partir de 1949, eh bien, tous les régimes arabes, je dis bien tous les régimes arabes qui ont collaboré avec l'impérialisme ou qui ont été jugés comme étant extrêmement faibles ou complices de la défaite des Palestiniens en 48, eh bien, à partir de 1949, tous les régimes arabes du Moyen-Orient ont été renversés. Certains dirigeants l'ont même payé de leur vie, comme le roi Abdallah de Jordanie, de Transjordanie à l'époque, mais également le roi Farouk qui a été renversé, et tous les autres régimes, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Irak, ont été renversés, et cela a été la réponse des peuples à leur collaboration avec l'entité sioniste. Parce que, évidemment, il était possible à l'époque de venir au secours des Palestiniens et de réaliser l'unité arabe. L'unité arabe se réalise à travers la victoire du peuple palestinien. Et le peuple palestinien est en train, on le voit aujourd'hui, d'unifier les peuples arabes. C'est encore lent parce que la répression est féroce. Et si on cite le cas de l'Égypte, on l'a vu, mais pas uniquement en Égypte. Mais en tout cas, les peuples arabes se reconnaissent dans le peuple palestinien, et pas uniquement les peuples arabes, les peuples africains et les peuples du monde, d'Amérique latine et d'Asie. Et donc, ces régimes arabes qui adhèrent à cette duperie, cette incroyable forfaiture, cette incroyable trahison qu'on appelle les accords d'Abraham, eh bien, ces régimes arabes savent très bien qu'ils sont sur un siège éjectable. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'illusion du triomphe, mais c'est une illusion, c'est à court terme. Leurs peuples vont leur demander des comptes demain, vont leur demander des comptes. On ne peut pas collaborer quand même de la sorte et ensuite, eh bien, s'imaginer qu'on va s'en tirer. C'est parce que les accords d'Abraham, c'est pas uniquement une trahison du peuple palestinien, c'est aussi l'irruption de tout l'impérialisme et du sionisme au sein même des États arabes. Et on voit bien que ces régimes arabes qui aujourd'hui collaborent à travers les accords d'Abraham, eh bien, leurs peuples deviennent par la suite complètement surveillés par les services israéliens. Donc, c'est pas uniquement par rapport au peuple palestinien, c'est que ces régimes, lorsqu'ils adhèrent aux accords d'Abraham, eh bien, ils ont le sentiment de s'acheter une sorte de sécurité, d'assurance pour leur stabilité. Parce qu'aussitôt, eh bien, les officines israéliennes interviennent dans le pays et traquent les opposants, surveillent les opposants et collaborent avec les services de ces pays pour surveiller les opposants. Donc, c'est pas uniquement par rapport au peuple palestinien, c'est une trahison par rapport à leur propre peuple. Et ça, je crois qu'ils n'ont pas encore compris, mais ils vont le comprendre. Et la réponse des peuples sera cinglante. J'en suis convaincu. Exactement comme ce fut le cas après la guerre de 48-49, où les peuples aussi étaient très, très hostiles aux régimes arabes et à la trahison de ces régimes arabes qui ont fait semblant d'intervenir le 15 mai 48, mais tout le monde a bien compris que c'était une comédie qui n'avait pas l'intention réellement de faire revenir les réfugiés. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. Les accords d'Abraham, c'est une duperie, mais c'est une illusion totale. Très, très bien, Youssef, merci. Je viens vers vous, François, et vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Oh oui, la lutte continue. Le génocide palestinien ne doit jamais être oublié. Les gens ne peuvent pas s'indigner seulement sur les génocides passés.
Nous devons nous indigner en tant qu'êtres humains pour le traitement inadmissible qui est infligé aux Palestiniens. Il existe bien sûr beaucoup de douleurs et de souffrances dans le monde, mais je le redis, la souffrance palestinienne est singulière, la souffrance d'un peuple qui porte la croix de la sauvagerie européenne, parce qu'il faut toujours commencer sur ça. Les Palestiniens n'ont tué aucun Israélien, aucun Juif. Ce sont les Européens qui ont massacré les Juifs. Et comme les Européens se sont montrés souvent dans l'histoire, ils sont irresponsables, refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils ont doublé cette responsabilité en encourageant l'invasion et l'appropriation des terres israéliennes. Donc nous devons toujours être vigilants. Victoire pour le peuple palestinien et puis pour qu'il y ait la paix là-bas, parce que je ne veux pas dire, je ne suis pas là pour qu'il y ait la guerre entre Palestiniens et Israéliens, qu'il y ait la paix, que les Palestiniens aient leur place et les Israéliens. Très bien, merci François. Je rappelle que j'ai été accompagné ce soir pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique de Youssef Boussemah, militant antisioniste qui m'a rejoint depuis Paris. J'ai également eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de François Ndegwe, président de l'African Adversary Board, qui m'a rejoint depuis Washington DC aux États-Unis. Madame, monsieur, pour conclure, on finira sur les mots de Kwame Nkrumah qui a dit lors d'un sommet de l'Union africaine que la lutte du peuple palestinien est la même lutte que n'importe quel peuple colonisé. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.